Rebonjour, nous nous retrouvons pour continuer nos grands débats protection sociale, cette fois-ci autour du cinquième risque. Cinquième risque dont vous savez qu'il a été mis en place par la loi de financement de la sécurité sociale de l'an passé, donc le contenant, si on veut dire, mais évidemment, on attend tous un peu le contenu maintenant, et on a une première approche dans le PLFSS de cette année. Virginie Magnan nous en dira un petit mot. Mais au-delà du PLFSS, le débat, c'est un peu de s'interroger sur quel doit être le contenu réel de cette branche autonomie. Une branche qui repose beaucoup sur les services, évidemment. Bien sûr, il y a de la solvabilisation, mais on le sait tous, s'il y a solvabilisation et si les services ne sont pas là, ça ne sert pas à grand-chose. Or, et on le sait aussi, ces métiers du grand âge sont soumis à une grande tension au jour d'aujourd'hui. Et je l'avais évoqué dans mon rapport, mais j'avais aussi demandé qu'on aille beaucoup plus loin avec un plan, une esquisse de plan métier, et les pouvoirs publics avaient demandé alors à Myriam El Khomri de piloter ce travail. Et c'est pour ça que je suis très heureux qu'aujourd'hui d'être d'une part avec Myriam El Khomri, qui aujourd'hui est directrice du conseil CIACI Saint-Honoré, mais qui vient notamment évidemment parce que non seulement elle a fait ce rapport, mais en fait, elle s'est aussi énormément investie depuis sur ce sujet, et je crois que, elle le dira, mais je crois que ce travail l'a beaucoup frappé, effectivement, en découvrant, enfin, en tout cas en appréhendant mieux la situation réelle de ces personnes. Donc, en quoi, effectivement, le sujet des métiers et des services doit-il être au cœur de cette cinquième branche? Et puis Virginie Magnan, donc directrice de la Caisse nationale de la solidarité pour l'autonomie. Donc, cette caisse nouvelle au sein de enfin, elle existe depuis quelque temps, mais nouvelle au sein de la sécurité sociale, si j'ose dire, hein, et qui, par ailleurs, est en train de préparer sa convention d'objectifs et de gestion. Et donc, Virginie, si vous voulez bien commencer, effectivement, peut-être en disant, vous, comment vous voyez, notamment dans la préparation de cette nouvelle COG, comment vous voyez effectivement quel contenu donner à cette branche autonomie. Et ensuite, je demanderai à Myriam de nous dire comment elle voit aujourd'hui le sujet métier pour justement donner du concret à cette branche autonomie. Merci beaucoup. C'est bon, c'est bon. Ok. Je démarre. Alors, le support qui est affiché en ce moment évoque l'actualité du cinquième risque. Je pense que le titre est plus propice que le métatitre de notre séquence qui s'appelle « Bien vieillir en temps de crise », parce qu'il faut rappeler que la crise qui vient de frapper le pays n'a pas du tout permis de bien vieillir. C'est une crise qui a frappé particulièrement les personnes âgées, avec une surmortalité des plus de 75 ans importante, plus 11% de mortalité en 2020 par rapport à l'année précédente, et une crise et ses modes de gestion, en particulier l'obligation de distanciation, qui a accentué l'isolement des personnes âgées, qui a généré des diabétiques chez les professionnels, et qui a accru la conscience collective de la nécessité de bouger dans le champ de l'âge, d'accroître la protection des personnes au sens, la solidarité nationale vis-à-vis des personnes âgées, à la fois pour aujourd'hui et puis surtout pour demain, compte tenu des enjeux démographiques que votre rapport avait clairement mis en lumière, en appelant de nombreuses mesures pour en sorte que notre nation soit en capacité d'accompagner le vieillissement très important qui l'attend dans un horizon proche, puisque dès 2025, la part des plus de 80 ans progresse significativement. 80 ans, c'est l'âge d'entrée en résidence autonomie, résidence service. Puis en 2030, ce sera les plus de 85 qui seront là en masse, arrivés à l'âge de 85 ans des baby-boomers. Et donc 85 ans, c'est aujourd'hui peu ou prou l'âge d'entrée en EHPAD. Et donc la survenue la matérialisation d'une perte d'autonomie qui peut être assez importante. Moins de 5 ans d'ici 2025, moins de 10 ans par rapport à 2030. En réalité, c'est rien du tout, c'est demain.
quand on se souvient que, par exemple, pour créer un EHPAD, entre l'autorisation et l'installation, il faut 4 à 5 ans. Et évidemment, pour former les dizaines, voire centaines de milliers de professionnels qui seront nécessaires pour accompagner ces seniors plus nombreux, il faut aussi du temps, à la fois du temps pour former effectivement, mais aussi pour mettre à l'étiage l'appareil de formation, etc. Donc c'est effectivement maintenant qu'il est urgent de changer la donne. Alors vous l'avez évoqué, la sortie de crise, la réponse en solidarité à la crise, c'est la création de la 5e branche, avec un premier objectif, je dirais, qui est de sécuriser une ressource pour faire face à ce défi démographique. Ce n'est pas une ressource immédiate, mais c'est une ressource qui interviendra assez rapidement néanmoins. C'est 0,15 points de CSG qui seront affectés à la branche en 2024, un peu plus de 2 milliards d'euros. C'est évidemment inférieur à vos propres chiffrages, Dominique, sur les besoins de financement associés au vieillissement de la population, mais c'est néanmoins le signe que les pouvoirs publics et le système de protection sociale se met en capacité de mobiliser et donne de la visibilité sur une première ressource pérenne qui va permettre de répondre à une partie des enjeux. Et puis, au-delà de l'affectation, enfin, de la perspective d'affectation de ces points, de cette part de CSG à la CNSA, la transformation de la Caisse nationale en branche de sécurité sociale qui vise à apporter la double sécurité autour de ces enjeux que représente, je pense, notre système, ces notions de sécurité sociale. On change de modèle, on n'est plus dans l'action sociale, on rentre dans les sécurités sociales. C'est très fort, je pense, de promesses pour les personnes, pour les professionnels. Ça veut dire évidemment de la solidarité, ça veut dire plus d'équité, qui est une question qui est une aspiration qui est très profonde dans le champ de l'âge et du handicap et auquel notre système n'a pas permis de répondre complètement ou n'avait pas permis de répondre complètement jusqu'à présent, avec des disparités dans l'accès aux droits, l'accès aux prestations qui sont posées également d'assez longtemps et puis que vous avez pu documenter, s'agissant par exemple de l'aide personnalisée à l'autonomie, l'APA, qui solvabilise le recours à l'aide à domicile pour les personnes âgées en perte d'autonomie. On sait qu'il y a des écarts du simple au double ou au triple s'agissant du nombre de bénéficiaires dans les territoires et des écarts parfois qui vont du simple au quintuple s'agissant du montant moyen des plans d'aide. Donc ces différences, ces disparités, elles interrogent, elles ne sont pas forcément injustifiées. On sait que le besoin des personnes, il est très lié à des caractéristiques socio-démographiques du territoire. Mais néanmoins, est-ce que ce sont ces réalités socio-démographiques et ces différences qui expliquent l'ampleur des différences dans l'attribution et dans l'accès aux droits? La plupart des connaisseurs de ces politiques pensent que non. Et donc, il y a des progrès à faire en termes d'équité qui appellent des réponses structurelles. Donc, la création de la branche, elle se veut une de ces réponses structurelles. Et effectivement, la question, c'est comment va-t-on lui donner du contenu et du sens? Aujourd'hui, la branche a été officiellement créée au 1er janvier 2021. J'allais dire, pour les personnes elles-mêmes, pour les professionnels, c'est quelque chose qui a peu de réalité. Entre le 31 décembre 2020 et le 1er janvier 2021, on n'est pas passé de l'ombre à la lumière. Un grand réseau territorial de l'autonomie ne s'est pas créé. Les personnes continuent de se tourner vers des guichets dont elles ont l'habitude ou dont elles n'ont pas l'habitude parce qu'ils sont peu lisibles. Les professionnels continuent d'être employés par les mêmes organismes gestionnaires. Alors, pour la CNSA, pour autant, ça change des choses.
je transforme mon budget, j'obéis, je dois renforcer mon contrôle interne, je prépare la certification de mes comptes par la Cour des comptes. C'est certes très important, mais le lien direct à l'amélioration du quotidien des personnes n'est pas évident, même si j'ai la faiblesse de penser que la sécurisation et le contrôle interne sont néanmoins des leviers importants pour, in fine, faire bouger les choses. Donc, c'est effectivement au travers de la prochaine convention d'objectifs et de gestion que nous sommes en train de négocier avec l'État, que nous pensons voilà, trouver les modalités pour décrire une feuille de route qui permettra de donner du contenu et du sens à cette création. Nous aurons des moyens financiers, évidemment, à mobiliser au service de la qualité des prises en charge sur la période. Vous avez évoqué rapidement les mesures du PLFSS pour 2022. Ils permettent d'accompagner, de donner une traduction complète à ce qu'on appelle le Ségur de la santé, qui a des traductions opérationnelles dans le champ de l'autonomie très importantes. Pour les professionnels, c'est 2,8 milliards d'euros de revalorisation salariale. D'abord, bien sûr, d'abord pour les professionnels d'EHPAD, dont les revalorisations ont été premières en même temps que les professionnels de santé, mais également les professionnels de l'aide à domicile, puisque, même si ça ne découle pas à strictement parler du Ségur, il se trouve que les négociations ont pu aboutir récemment et permettre une revalorisation extrêmement importante des salaires des professionnels de la branche de l'aide à domicile. Donc on est sur un mouvement de revalorisation très significatif avec des progrès en moyenne de près de 15% des revalorisations. Mais Myriam El Khomri sait que l'on part de très bas et donc voilà, qu'on avait une marche importante à franchir. Et puis des progrès complémentaires à compter de l'an prochain et du 1er janvier 2021 pour les professionnels soignants du champ du handicap qui vont bénéficier d'une déclinaison des mesures du Ségur à la faveur des accords supervisés par Michel Lafourcade. Donc sur les services d'aide à domicile, oui, c'est bien la deuxième mesure importante du PLFSS 22, bien sûr, consiste à introduire un tarif socle national de financement de l'aide à domicile. La loi ne le précise pas, mais les commentaires et autorisés permettent déjà d'identifier que ce tarif socle national devrait être fixé à 22 € et a vocation à être complété. Le gouvernement l'a déjà partagé largement par un complément ou une mesure chapeau qui pourrait être de 3 € pour financer la qualité ou plus exactement, permettre, à l'instar de ce qui a été préfiguré, de mettre l'accent sur des interventions à des horaires plus étendus, dans des territoires plus reculés, ou rémunérer des prises en charge de personnes avec des besoins plus complexes. Vous me permettez, Virginie, de dire peut-être que, parce que c'est une mesure d'application effectivement du rapport que j'avais produit, on est effectivement là, sur ce que vous avez dit, c'est l'équité territoriale. Il faut bien dire à nos auditeurs qu'aujourd'hui, il y a des tarifs assez différenciés d'un département à l'autre et qui ont un impact direct sur la rémunération des personnes. Donc, on est effectivement à la fois sur un sujet métier, sur un sujet équité, et donc, effectivement, j'avais la proposition d'un tarif national en disant, voilà, comment concilier, c'est ça qui est un des grands sujets, je pense, sur la branche, comment concilier quand même le respect d'acteurs locaux et notamment des collectivités territoriales qui ont un rôle important à jouer, et cette notion d'équité et de vision nationale, effectivement, qu'impose la sécurité sociale. Et donc, je crois qu'effectivement, ce tarif socle est quand même une première approche de cette vision qu'il faut quand même souligner. Oui, tout à fait. Et j'accentuerai votre propos sur les disparités en rappelant que non seulement les tarifs sont été différents d'un département à l'autre, mais même en réalité à l'intérieur des départements, puisqu'on a une situation des services à domicile suivant qu'ils sont habilités ou non à l'aide sociale, tarifés ou non.
bénéficient de financements très différents et appellent un financement des personnes également très différent. Donc, un des enjeux complémentaires, c'est de l'introduction de ce tarif minimum, c'est de pouvoir disposer d'une vision beaucoup plus précise de ce qui est in fine mis en œuvre par les services et de ce qui est payé par les personnes elles-mêmes. C'est la raison pour laquelle, si je dépasse le PLFSS pour parler de la COG, j'insisterai, enfin, je soulignerai qu'un des chantiers majeurs de cette prochaine COG consiste pour la CNSA à mettre en œuvre un système d'information de l'APA qui a vocation à outiller les professionnels des services autonomie des départements dans une logique et d'offrir un service aux personnes dans une logique de bout en bout, c'est-à-dire un système d'information qui permette à la fois aux personnes, à leurs aidants, le cas échéant, d'effectuer la demande en ligne d'aide à l'autonomie, de voir cette demande traitée par des professionnels qui seront outillés avec un même outil sur l'ensemble du territoire pour procéder à l'évaluation des besoins des personnes, et donc un outil qui permettra d'embarquer des référentiels homogènes d'évaluation des personnes, ce qui est également une proposition forte de votre rapport, que l'harmonisation des procédures et l'harmonisation des process des professionnels, et puis un outil qui permettra aussi j'allais dire, saisir le service d'aide à domicile sur le territoire concerné, et donc qui a vocation à faciliter la relation entre la personne qui bénéficie de l'aide, qui se voit attribuer son plan d'aide et qui peut déclencher l'intervention du service et comment dire, et aussi, ce faisant, c'est notre ambition, qualifier ce service puisqu'on a vocation à embarquer la mesure de la satisfaction de l'usager. Et là encore, on peut dire qu'on est un peu dans une logique sécurité sociale. Je dis ça par rapport à nos auditeurs, dont beaucoup sont du côté sécurité sociale, parce que c'est tellement naturel dans les caisses de sécurité sociale de se dire on a un système d'information national, maladie, vieillesse, etc. C'est très structurant pour rappeler que c'est évidemment, lorsqu'on était dans une gestion de prestations par des collectivités locales, on n'a pas du tout ça. Et on a effectivement cette hétérogénéité locale qui peut produire effectivement des difficultés. Donc là, avec ce système d'information nationale APA, on est aussi dans une logique effectivement de cohérence que connaissent bien les organismes de sécurité sociale. Et voilà, je ne vais pas faire un ancien combattant, mais ça n'a pas toujours été le cas. Enfin, moi, je me rappelle du débat. Il y a eu des débats à un moment donné on a eu aussi au départ des caisses qui développaient des systèmes locaux et des débats très forts, systèmes nationaux, locaux, mais ces débats tranchés depuis fort longtemps. Je vais peut-être passer la parole, si vous voulez bien, Virginie, à Myriam El Khoury, puisqu'on a vu que donc, dans le PLFSS, quand même pas mal de mesures métiers, et on est tous d'accord, encore une fois, que derrière cette branche, un des grands enjeux, enfin, bien sûr, c'est l'amélioration de la prise en charge pour les personnes et les aidants, mais on est tous d'accord que ça ne peut pas se faire si on n'a pas les professionnels en face. Et c'est un des grands enjeux. Alors, comment vous voyez à la fois ces avancées PLFSS et puis surtout comment, voilà, les perspectives derrière, pour vous, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place pour effectivement que cette branche autonomie ait tout son sens et nous permette effectivement d'affronter, comme le disait Virginie, dans de bonnes conditions, la transition démographique qui est devant nous. Merci Dominique, bonjour à toutes et à tous. Je suis ravie d'être parmi vous aussi cet après-midi. Alors, c'était à peu près il y a 2 ans. Nous avons remis, en tout cas à la suite de votre rapport, Dominique, j'avais eu l'occasion de remettre et à Muriel Pénicaud et à Agnès Buzyn à l'époque, le rapport sur l'attractivité des métiers du grand âge, avec une équipe projet un peu de cœur, avec des auxiliaires de vie, des aides-soignants, et puis des représentants de tous les secteurs. Et je partage une de vos analyses, c'est-à-dire que si on regarde les grandes transitions dans le monde du travail, on a la transition écologique, la transition numérique et la transition démographique. La moins documentée, en tout cas la moins préparée, c'est la transition démographique. Alors même que vous l'avez dit, on est sur 2026-2030. Voilà. Donc nous, ça a été notre premier élément d'étonnement lorsqu'on s'est plongé dans la réalité de ces professionnels, inéquité entre les bénéficiaires, mais grosse inéquité aussi entre les professionnels. Ça, c'était un point aussi qui était extrêmement marquant. Donc, on ne peut que se réjouir aujourd'hui d'avoir, c'était une de nos conclusions, et on avait repris à notre compte une de vos propositions, même si ce n'était pas 2 milliards, mais on avait repris à notre compte une de vos propositions, c'est que le secteur a besoin de ressources pérennes.
Et qu'aujourd'hui, la réalité, vous avez parlé de la branche de la BAD sur l'aide à domicile, on se rendait compte que même s'il y avait une convention collective, il n'y avait que 30% des départements qui respectaient les indemnités kilométriques. Donc on était face à des auxiliaires de vie qui concrètement pouvaient faire 1500 km non payés par mois, 1500 payés. Donc voilà, c'était cette réalité-là. Et c'est vrai que dans tous ces enjeux de tarifs, et le tarif national était une bonne chose pour cela, et on peut que se réjouir d'avoir le PLFSS dans ce cadre-là, c'est que on ne se rendait pas compte que derrière, il y avait des rémunérations de professionnels. Et que le fait qu'on ait un double pilotage entre les départements et l'État rendait les choses encore plus complexes finalement. La réalité, c'est que quand on a fait le rapport et qu'on a demandé une étude de l'adresse, par exemple, sur le taux de précarité de ces professionnels, nous étions sur aides-soignants à peu près 3%, quand une moyenne des salariés français était à 6%, mais sur l'aide à domicile, nous étions à un taux de précarité de 17%. Et avec des frais de déplacement pas toujours pris en compte, donc on a une vraie précarité de ces professionnels. Et c'est vrai que le Ségur de la santé, qui a été une très bonne nouvelle pour le monde de la santé et pour les EHPAD aussi, mais on fait que quelque part des auxiliaires de vie ont quitté leur métier pour aller sur le métier d'aide-soignant parce qu'on gagnait 180 € net en plus par mois, qui était la revalorisation due au Ségur. Donc on ne peut que se réjouir qu'il y ait un rattrapage aujourd'hui en direction des auxiliaires de vie. Néanmoins, est-ce que ça va rendre attractifs ces métiers? Je ne le crois pas. Alors, il faut des ressources pérennes, et ça, je pense que le 5e risque est vraiment un élément extrêmement important au-delà du PLFSS 2022. Voilà. Ça, c'est un point important. Mais la réalité de ce secteur aujourd'hui, et c'est pour ça que je disais qu'on anticipait, on n'a pas suffisamment documenté et anticipé ce qu'est la transition démographique. On est dans un moment où on a un plan de relance et ce secteur-là est quelque part une chance dans le cadre du plan de relance. Puisqu'on dit qu'on cherche des métiers qui ont du sens, je pense que ces métiers sont vraiment porteurs de sens. Ils sont non délocalisables et on en a besoin sur tout le territoire national. J'ai été ministre du Travail, je peux vous dire qu'il y a peu de métiers qui ont ces caractéristiques-là. Ça, c'est un premier point, donc c'est une chance pour ces métiers. La difficulté aujourd'hui, c'est que nous, quand on a porté le rapport, c'est qu'il fallait une réforme systémique. C'est-à-dire qu'il nous semblait qu'on ne pouvait tenter de régler les problématiques d'attractivité que si nous nous appuyions sur 4 leviers. Le premier, on en a parlé, conditions d'emploi et de rémunération. Il y a la question des ratios, c'est-à-dire que la première demande de ces professionnels sur le terrain, et on en avait dans l'équipe, c'était ne pas avoir à choisir entre faire vite et faire bien. Donc ce conflit, ce problème d'alignement, de conflit de loyauté permanent, ça crée de la charge mentale. On connaît la difficulté, la pénibilité de ces métiers en termes de charge physique, mais la charge mentale de ces métiers est extrêmement importante. Donc, on a un sujet qui est les ratios d'encadrement. Autant dans le domicile, et on doit pouvoir évoquer la question de l'intervention en binôme pour certains publics. On doit évoquer aussi la question de la polyvalence entre les EHPAD et le service d'aide à domicile, parce qu'il faut essayer de lutter contre ces horaires fragmentés aussi qu'ont les professionnels à domicile. Il faut créer des passerelles, et je sais qu'il y a des travaux en cours. C'était une de nos propositions, et il y a eu beaucoup de travail quand même depuis 2 ans. Il y a des choses qui ont été amorcées. Il faut qu'on ait l'intégralité de ces mesures et ensemble. Voilà, c'est ça qu'il nous faut aujourd'hui. Et donc, pour en revenir à la polyvalence, on voit bien qu'elle pourrait mener des actions au sein des EHPAD pour lutter contre ce travail, ces horaires, ce temps partiel subi. On va dire les choses telles qu'elles sont, puisque on est sur du temps partiel bien souvent subi. Donc, les conditions d'emploi et de rémunération, la formation, et on vient de loin. En 2019, nous avions à peine 600 apprentis aides-soignants dans notre pays. Aujourd'hui, je crois qu'on est un peu plus de 2000. C'est une très bonne chose, mais il faut qu'on continue à évoquer aussi infirmiers par l'alternance, et notamment sur le domicile. On sait que le domicile, c'est compliqué parce qu'on n'intervient pas toujours en binôme. Ça veut dire derrière augmenter les rémunérations des fonctions aussi, de reconnaître le rôle de tuteur. C'est aussi un élément qui nous semble important. Donc, les enjeux de formation, donc il y a le développement de l'alternance, et je pense que les annonces qui ont été faites aussi pour le champ public
à partir du 1er janvier 2022 sur la prise en charge du coût contrat des alternants dans le champ public va être une bonne chose, parce qu'aujourd'hui, c'est le secteur privé et il faut saluer les mesures qu'a pris Elisabeth Borne en la matière avec les OPCO du secteur pour essayer de développer cela et pour développer aussi de la promotion professionnelle. Il y a la VAE. Voilà. On a quand même beaucoup de glissements de tâches aujourd'hui, on a beaucoup de faisans-fonction. Il faut, dans l'engagement d'un collaborateur, vous avez toujours, quelles que soient les entreprises, le secteur, la capacité à pouvoir se projeter dans un parcours de dans une carrière, dans une évolution professionnelle. Et ce qu'on a ressenti dans ce secteur-là, c'est qu'on restait 5, 6, 7 ans dans le métier, et puis après, on quittait le métier. Et donc, c'est bien cela, c'est-à-dire que quelle perspective d'évolution, et on voit bien qu'aujourd'hui, parce qu'on ne sait pas créer ces parcours de promotion professionnelle ou de promotion sociale, on passe par la case Pôle emploi, c'est-à-dire que l'employeur n'est pas en capacité de financer, quand vous voulez transformer une aide-soignante en infirmière, ça va vous coûter au minimum 100 000 € sur 3 ans. Donc, il y a plusieurs choses pour répondre à cela. Déjà, un parcours de le faire passer de 3 à 2 ans, parce qu'il n'y a pas de raison qu'une infirmière, quand elle valide sa première année, elle soit aide-soignante, et qu'une aide-soignante, quand elle veut devenir infirmière, même avec 10 ans d'expérience professionnelle, elle doit faire 3 ans. Enfin, je veux dire, là, on a déjà un premier levier, et surtout, le levier principal, c'est d'éviter qu'il passe par la case Pôle emploi, parce que ce n'est pas un système vertueux. Et là-dessus, je crois vraiment que sur la promotion professionnelle, le déroulement de parcours de carrière, on a plein de choses à faire. Il en va de même des passerelles entre AES, accompagnant éducatif et social, et les métiers d'aide-soignant. Voilà. Donc là-dessus, on a encore un peu de travail. Il y a aussi la VAE. Bon, aujourd'hui, on peut se dire les choses, c'est un peu une catastrophe pour réunir les jurys de VAE. On a des délais qui sont entre 9 et 12 mois. Pour des gens qui sont faisant fonction, qui finalement ont mis... quand vous vous lancez dans de la VAE, de la validation des acquis de l'expérience, excusez-moi, c'est très important parce que ça renforce la confiance en soi, l'estime de soi. Il faut mettre le paquet sur l'accompagnement à la VAE parce que les dossiers sont quand même un petit peu complexes. Mais si vous êtes prêt et que vous attendez 9 à 12 mois pour que ce soit validé, il y a quand même un problème. Parce que derrière, vous n'avez pas la rémunération qui est liée à la réalité de votre métier. C'est quand même un point extrêmement concret dans la vie de ces salariés. Donc, il y a la VAE qu'il faut reconnaître et développer, bien évidemment. Et puis, il y a, vous l'avez dit très justement, sur les baby-boomers, dont on sait que 2026 et 2030 sont des moments clés. C'est que, et sur le domicile, dont on sait, et vous l'avez très bien montré, Dominique, dans votre rapport, que les Français veulent rester le plus longtemps possible à domicile, des troubles cognitifs de plus en plus importants, et donc les formations type ASG sont des formations qui sont aujourd'hui plus que... c'est pas du luxe que de les mettre en œuvre pour toute personne qui travaille en direction d'une personne âgée, parce que le sens même du métier, c'est quand même d'aider à faire faire et de ne pas faire à la place. Alors oui, ça va plus vite de faire une toilette à quelqu'un que de l'aider à faire faire, mais si nous voulons être vraiment dans une logique d'investissement, si nous disons que vivre plus longtemps est une chance pour notre pays, c'est aussi leur donner le temps et les moyens d'aider à faire faire et d'être dans ce rôle, le rôle clé qui est de la prévention, finalement, la préservation de l'autonomie et la prévention de la dépendance. C'est quand même ça le sens premier de ce métier-là. Donc on voit bien que les former sur les troubles cognitifs sont des armes aujourd'hui qui sont indispensables pour tout professionnel qui travaille en direction de personnes en perte d'autonomie. Là-dessus, on a encore des choses à faire. Le troisième levier, qui est peut-être celui qui est aujourd'hui le moins traité, il y a des actions sur le terrain, qui est celui de l'amélioration de la qualité de vie au travail, ou dit autrement, de réduction impérative de la sinistralité de ce secteur. Aujourd'hui, le taux d'accident du travail pour 1000 salariés est de 100 pour 1000 dans ce secteur-là, lorsqu'il est de 34 pour 1000 pour la moyenne des salariés français, et qu'il est de 60 pour 1000 s'agissant du bâtiment, qui a fait de très importants efforts avec une contribution spécifique, mais de très importants efforts sur les 10 dernières années. Donc, on se tue à la tâche dans ce travail, quand même. Je veux dire, ça coûte 602 millions € à l'assurance maladie,
et on n'a pas du tout de logique suffisante préventive en la matière. Et donc, je sais qu'il y a peu de financement en interpro en prévention dans le cadre de la branche AT-MP, mais nous, on avait demandé 100 millions d'euros pour un vrai programme de prévention des risques professionnels qui viserait à financer bien sûr des aides techniques, mais surtout financer les remplacements des salariés qui partent en formation sur les gestes et postures et autres, parce qu'aujourd'hui, ils ne sont pas remplacés, donc parce que ce n'est pas financé. C'est très concret, mais on ne pourra pas traiter, ça ne sert à rien de faire venir plus de monde sur ces métiers-là si on n'est pas en capacité de les fidéliser. Voilà. Et je pense que sur une stratégie d'attractivité, il faut vraiment mettre le paquet à l'entrée sur les différentes modalités, élargir le sourcing, l'apprentissage, la VAE, faire monter les professionnels. Et en même temps, il faut savoir les fidéliser. Et on ne peut les fidéliser, à mon sens, que si on met le paquet sur déjà les conditions de travail. Imposer 4 heures de temps collectif, c'est aussi un minimum, qu'on soit en SAD ou en EHPAD. Payé, bien évidemment, mais voilà, on est confronté à l'effondrement des corps, des esprits, à la mort parfois. Et aujourd'hui, c'est des métiers quand même où ils se sentent beaucoup dans l'isolement. Et je crois que ça, c'est un impératif aussi. Et puis le 4e levier, c'est l'organisation du travail. Parce que là, par rapport à d'autres secteurs d'activité, ce secteur, globalement, est quand même assez en retard. Il y a des choses, alors nous, dans le cadre du rapport, on a visité beaucoup d'innovations. Dominique, vous m'aviez aidé d'ailleurs, ou orienté sur telle ou telle structure. Il y a des labels qui commencent à se créer. Nous, on a dit une chose simple, c'est-à-dire il faudrait mesurer l'impact de ces labels. Alors, je pense, méthode dite de Burzorg sur l'aide à domicile, label Humanitude sur les EHPAD, pour voir leur impact sur le modèle économique et sur 2 indicateurs qualité de service, qualité de vie au travail. Vous prenez rien que le taux d'absentéisme. On a des structures aujourd'hui dont le taux d'absentéisme est entre 15 et 20%. Quand on sait qu'un point d'absentéisme, c'est entre 1 à 2 points de masse salariale, c'est de l'argent public. Et on pourrait imaginer d'avoir une vraie logique d'investissement. Donc, tout ça doit se retrouver un peu de façon contractualisée. Il y a des choses qui bougent et je ne vais pas dire l'inverse, mais nous, aujourd'hui, je dis nous parce que l'équipe projet, voilà, c'était un travail vraiment collectif, des ressources pérennes. Et c'est vrai que le 5e risque et la création de la branche peut être, on va dire, le moyen pour cela. Mais surtout, pas des mesures qu'au sein du PLFSS, mais réussir réellement à réformer le secteur par ces 4 leviers-là. Et qu'il faut mesurer, expérimenter, évaluer, et donc améliorer aussi l'observation que nous avons dans ce secteur. Alors, ça me mène à 3 questions pour vous deux, peut-être. Une première question, enfin, mais j'avais évidemment délibérément provoqué ça. Évidemment, ce qui me frappe en vous écoutant, Myriam, c'est combien les outils, une partie des outils donc pour les métiers dont on a vu qu'ils étaient un élément essentiel de cette construction 5e branche sont des leviers sur travail, emploi, etc. Et donc, est-ce que vous pensez que pour réussir cette 5e branche, il faut absolument décloisonner l'action publique? Première question. À vous deux. Et effectivement, enfin, est-ce que ça ne pose pas cette question très forte? Deuxième question, sur l'attractivité, il est dit aussi, enfin, vous avez évoqué beaucoup de sujets, Myriam, mais aussi tout simplement le sujet du grand âge lui-même, enfin de dire, donc, il y a des rapports aussi sur l'agisme, etc. Est-ce que vous pensez qu'il faut travailler sur la perception même du grand âge pour aussi travailler sur la valorisation des métiers? Et enfin, à la fin de votre exposé, Myriam, vous parliez d'observation. Et question à vous deux, comment vous voyez l'observation demain sur ces sujets, voire l'évaluation, et notamment, par exemple, sur ces sujets d'attractivité qu'on vient d'aborder. Je ne sais pas. Alors, peut-être débat, Virginie, sur ces sujets, et puis Myriam. Alors, je voulais déjà rebondir sur les derniers propos de Myriam sur l'attractivité des métiers pour souscrire évidemment pleinement au fait que c'est un tout, mais aussi pour l'éclairer sur l'investissement de la 5e branche qui n'est pas que le financeur, j'allais dire, des services et par le truchement des services des professionnels,
mais qui intégré d'ores et déjà dans le périmètre CNSA ancien et va le faire beaucoup plus. Nous y travaillons donc en travaillant notre feuille de route pluriannuelle, le soutien aux services et à l'organisation des services. 2 éléments d'ores et déjà concrets, l'évaluation des méthodes d'organisation dites innovantes en équipe autonome pour pouvoir générer du passage à l'échelle. Nous l'avons initié dès l'année dernière, dès 2020, avec une méthode d'évaluation assez lourde pour être en mesure de favoriser la reproduction de cette méthode et aussi valoriser l'impact positif de cette méthode pour les professionnels, pour les bénéficiaires, mais aussi pour les structures en termes de réduction des coûts. Il s'agit de mettre en avant, je dirais un peu basiquement, le retour sur l'investissement que produisent ces organisations transformées pour les structures elles-mêmes, l'intérêt économique. En le disant, j'ai évidemment en tête les interpellations des grandes fédérations du secteur qui nous disent attention, il n'est pas question de faire des économies avec la généralisation des équipes autonomes parce que voilà, les conditions économiques du secteur sont tellement dégradées que faire des économies sur ces conditions, c'est pas envisageable. L'idée évidemment n'est pas d'imaginer qu'il y a des économies à la clé, mais l'idée c'est d'imaginer que les moyens que nous allons injecter seront pleinement mobilisés et que nous allons diminuer en particulier cet absentéisme qui est considérable et qui génère ce cercle vicieux de professionnels qui se retrouvent en manque de bras. Donc l'évaluation est engagée, c'est une grosse étude nationale qui sera faite, qui doit se dérouler pendant 3 ans, donc l'année 2022 sera la dernière année, et un peu à l'instar de ce qui s'est fait dans le champ social avec Housing First, qui je crois est assez bien connu, qui a vraiment mesuré l'impact positif de la mise à l'abri de publics privés de logement et de l'impact positif en termes économiques, de réduction des coûts de santé, etc., de prise en charge. Nous avons vraiment la conviction que cette étude, elle pourra changer la donne. Mais notre objectif aussi, et c'est des propositions très concrètes que nous faisons pour notre prochaine COG, j'espère qu'elles seront retenues, trouveront de l'écho auprès de nos tutelles, c'est aussi de pouvoir passer à l'échelle sur des programmes comme le développement de plateformes qui figurait dans le rapport de votre mission, Myriam. Nous avons lancé un appel à projet qui a connu un succès assez fort avec des projets très intéressants qui permettent vraiment les alliances des financeurs de ce secteur, des employeurs, mais également du champ de l'emploi, de la formation, des régions, de Pôle emploi, de l'éducation nationale qui s'allient pour constituer des viviers dans des publics très divers, depuis le collégien qui doit faire son stage de sensibilisation de 3e aux chômeurs de longue durée qui est dans une démarche tout autre, donc des viviers, des formations, des stages de mise en expérience dans des structures. Donc voilà, j'espère qu'on va pouvoir prochainement annoncer les résultats de cet appel à projet et démarrer. On a des projets vraiment très, très enthousiasmants qui ont été portés dans un grand nombre de territoires pour avancer sur ces plateformes, pour adresser à la fois la question des viviers, des ressources et de la fidélisation en même temps dans les structures et la constitution des passerelles. Je veux dire enfin que dans les mesures du PLFSS pour la suite, on trouve l'amorce de cette continuité entre le domicile et l'EHPAD que vous avez évoqué comme un levier pour l'amélioration des parcours et l'amélioration de la formation et l'apport de l'expertise. Vous évoquiez les assistants de soins
point gérontologique, avec la reconnaissance de l'EHPAD ressources. Là encore, cette notion d'EHPAD ressources qui est portée par le PLFSS, elle peut interroger, voire susciter des craintes dans le secteur de l'aide à domicile qui se disent est-ce que c'est l'établissement qui va venir à domicile? Je crois que c'est d'abord et avant tout identifier des lieux et une expertise qui pourrait être mis à disposition du territoire et des professionnels du territoire pour qu'ils puissent venir se former. Vous avez évoqué un certain nombre de labels. Les professionnels de l'aide à domicile doivent pouvoir suivre des formations, des sensibilisations, ou être formés à des gestes, à des postures dans les EHPAD. C'est à la fois de la montée en compétences pour les professionnels de l'aide à domicile, c'est aussi ouvrir l'EHPAD sur son territoire et il en a besoin. Et cela participe en même temps de cette ouverture pour les professionnels des EHPAD, pour les résidents d'EHPAD qui deviennent ressources pour leur territoire. Donc, oui, au-delà des rémunérations, la branche doit être engagée dans le soutien à des organisations innovantes. Nous commençons de le faire et nous voulons passer davantage à l'échelle. Je pense aussi à des programmes comme Imano qui sont déployés en Nouvelle-Aquitaine et qui mettent autour de la table régions, CARSAT, groupes de protection sociale pour proposer des actions de formation, des services d'aide à domicile sur ces organisations innovantes et ensuite les accompagner dans la déclinaison. Nous souhaitons avoir les moyens d'accompagner ces programmes dans l'ensemble du territoire. Et puis, accompagner aussi la transformation des EHPAD centres ressources pour organiser ce continuum. Virginie, mais tu n'as pas tout à fait répondu, mais sinon j'ai répondu indirectement, donc oui au décloisonnement. Oui, évidemment, bien sûr. Oui, et, soit dit, non, mais moi j'ai bien vu notamment l'appel à projet sur les plateformes. Les plateformes, en fait, on souhaite en faire. Il y en a quelques-unes qui fonctionnent très bien aujourd'hui, qui permettent d'être un peu le vecteur très opérationnel, je le redis, très opérationnel, pour faire connaître ces métiers sur les territoires, souvent fait avec des groupements d'employeurs, bien souvent, pour mettre en place des sas d'orientation vers ces métiers, et puis pour suivre après les professionnels, pour les aider dans leur parcours. Et donc, c'est eux, concrètement, qui sensibilisent les conseillers de Pôle emploi ou qui sensibilisent les jeunes dans les missions locales sur ces métiers. On a besoin d'un bras armé très opérationnel, et donc, bien évidemment, on avait suggéré qu'il y en ait une plateforme comme ça par département. Je crois comprendre qu'il y en aura une vingtaine très vite, donc c'est une très bonne chose. Bon, il nous en restera 80. Donc, et vu que les besoins sont sur tout le territoire, c'est vrai que je pense que ça nous permettra de recruter et de sensibiliser beaucoup plus rapidement. Pour répondre à la question des pouvoirs publics, moi je vais être un peu très direct. Dans le cadre de l'audition, on a très bien travaillé avec la CNSA. Enfin, de ce point de vue-là, ça a été avec les départements de France aussi, avec les régions de France. On parlait de formation, d'apprentissage. Donc, il fallait qu'il y ait la région, il fallait qu'il y ait le département, etc. On a eu plus de difficultés, je suis très, très direct avec vous, sur l'administration du ministère de la Santé. On a vécu, en fait, compte une forme de très fort cloisonnement entre la DGOS et la DGCS, entre le métier d'auxiliaire de vie et d'AES et le métier d'aide-soignant. Alors que nous avions deux aides-soignants et une auxiliaire de vie qui ont le sentiment quand même, grosso modo, de faire sensiblement à peu près le même métier. Et donc, on savait qu'à ce moment-là, les référentiels étaient en train d'être travaillés. Et donc, on s'est efforcé de mettre un peu de lien. Et c'est vrai que je pense que la DGOS a une vision très hôpital public, et c'est aussi la réalité aussi de son quotidien, et que la question du grand âge, au final, était peut-être moins perçue. Je ne dis pas qu'ils ne font rien, et c'est absolument pas une question de personne, mais dans l'organisation, il m'a semblé que le ministère du Travail et l'administration du Travail pouvaient faire beaucoup de bien à l'administration de la Santé, parce qu'il y avait beaucoup d'outils qui existaient sur lesquels l'administration de la Santé ne s'en emparait pas. Voilà. Et donc, c'est plus la question de la fonction RH au ministère de la Santé qui me semblait parfois manquer. Voilà. La crise que nous connaissons et que nous avons connue dans des moments extrêmement aigus, notamment au début, sur les premiers confinements et sur la difficulté à recruter, a permis, je pense, un travail des GCS, des GOS, avec Pôle emploi, avec les acteurs de l'emploi, qui en octobre 2019 n'existaient pas ou peu.
le ministère du Travail est un vrai relais aujourd'hui sur ces métiers-là. La ministre du Travail a signé un accord avec les OPCO du secteur à hauteur de 92 millions d'euros pour financer 1000 parcours d'AS qui vont devenir infirmiers, 1000 parcours d'ASH qui vont devenir aides-soignants. Il y a un vrai effort sur l'apprentissage, ça a été aussi assez remarquable. Il y a des nouveaux dispositifs comme transition collective qui permet d'accueillir des salariés en reconversion d'autres secteurs d'activité. Voilà, je pense que le ministère du Travail aujourd'hui et le ministère de la Santé travaillent main dans la main et je crois que voilà, le retour du plan métier, ce sera ça l'efficacité dans le secteur. Donc oui, il faut être véritablement interministériel. Vous pouvez garder en réserve ma question sur l'agisme et sur etc. Alors, il y a quelques questions quand même des internautes. Hein. Avec le coût de la vie à Paris et les difficultés liées au transport, les métiers en EHPAD et de services à domicile ne sont pas attractifs. Cela se ressent sur le turnover et la motivation des professionnels. Comment prendre en compte cette spécificité parisienne? Question. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme question? Je peux peut-être répondre. Il y a un super rapport de Denis Pifteau sur l'habitat. Notamment et le grand âge. Les mesures d'attractivité intelligentes que j'ai pu découvrir dans ce cadre-là, c'est aujourd'hui des appartements ou maisons familiales où les aides-soignants ou les auxiliaires de vie ont un appartement au-dessus qui leur permet aussi de façon très cloisonnée, mais en tout cas, ça fait partie, et on le voit bien qu'aujourd'hui, dans les régions transfrontalières, quand on regarde la rémunération qu'on peut avoir au Luxembourg, c'est 2100 € net pour une aide-soignante dès la première année. On voit bien que ces éléments sont des éléments d'attractivité importants. Donc, il faut en effet Il y a la question du véhicule que nous avons prôné aussi dans le rapport, qui est celle de leur donner des possibilités. Alors, peut-être pas un véhicule en Île-de-France, parce que je ne suis pas sûre que ça soit rapide, même si on a quand même aussi beaucoup de distance dans certains départements de l'Île-de-France. Néanmoins, la prise en charge, nous, on a prôné qu'il y ait une offre, peut-être avec une participation de la Caisse des dépôts et consignations, mais qu'il y ait une offre nationale négociée avec nos constructeurs automobiles sur des véhicules hybrides ou plus, en tout cas des véhicules qui correspondent maintenant aux nouvelles attentes, on va dire en termes de transition écologique, pour les mettre à disposition en tant que véhicules de service ou de fonction. Une question, peut-être, enfin la formulation peut-être à revoir, mais la question je la vois bien. Quel lien entre l'éducation nationale et la CNSA pour transformer les filières du soin dès la formation initiale? Alors je ne sais pas si c'est la CNSA, mais en tout cas cette question de l'éducation nationale et des filières, je ne sais pas, Myriam, vous l'avez pu la voir un peu dans votre travail? On l'a vu un petit peu, on a surtout remarqué qu'on n'arrivait pas à toucher les élèves. Voilà. Il y a une méconnaissance de ces métiers. Vous voyez bien, hein, parfois on dit c'est des aides ménagères. Voilà, je veux dire, il y a une vraie méconnaissance de ces métiers. Et puis, il y a aussi une 60aine de certifications de titres pro. Donc, même le nom de leur métier, je pense aux auxiliaires de vie, on dit auxiliaires de vie, mais c'est accompagnant éducatif et social parfois. Sur les accompagnants éducatifs, ceux qui avaient le titre d'AES n'osaient pas prononcer le diplôme d'AES par rapport à des personnes âgées. Donc, on a quand même un sujet qui est la reconnaissance du métier réel, les passerelles entre les uns et les autres, et surtout l'orientation. Aujourd'hui, il y a très peu d'orientation, d'informations sur ces métiers. Sur ce point, Myriam, alors ça, je peux me permettre une petite remarque. Moi, j'avoue que je pense que l'approche Borloo, service à la personne, n'a pas fait forcément du bien. C'est-à-dire que ça n'a pas de sens. Effectivement, service à la personne, ça regroupe évidemment tout ce qui se passe au domicile. Alors, moi, je pense que la bonne approche, c'est de se dire, c'est les qualifications, et qu'on le fasse au domicile ou en établissement, c'est le même métier. Ça a été notre parti pris, en effet. Et ça, je crois que c'est très important de changer d'approche et de dire, en fait, il faut qu'on regarde effectivement ce que apporte vraiment la personne, quelle est sa qualification, et pas le lieu où elle exerce. Et dans ce rapprochement qu'évoquait Virginie, que vous évoquiez aussi, effectivement, entre des professionnels qui peuvent passer de l'EHPAD au domicile demain, etc. Voilà, quand je parle d'écloisonnement, on est bien là aussi, avec aujourd'hui, malheureusement, encore effectivement des segmentations très fortes. Et il en va de même des salariés du particulier employeur aussi. Donc, on a trop de dénominations, pas assez de passerelles entre les différents métiers, et puis un problème de reconnaissance, de cartes professionnelles, de macarons, des choses très concrètes dans leur quotidien qui nous a manqué, par exemple, lorsqu'elles ont dû aller en pharmacie récupérer des masques au début de la crise.
Une question peut-être pour Virginie que je pose. Quels sont vos avis sur les plateformes qui se développent sur l'aide à domicile? Click and Care, Petit-Fils, les Uber de l'aide à domicile ou une solution d'avenir? Je vais avouer en toute modestie que je n'ai pas d'avis. Voilà, je ne vais pas faire semblant d'en avoir un. Comment dire? L'avis que j'ai, c'est que, pas spécifiquement sur ces plateformes que je ne connais pas, mais c'est que il y a une question de lisibilité de l'offre, tout simplement, pour les personnes. Alors probablement que des services des services lucratifs se développent avec des plateformes numériques pour rendre ça visible. C'est précisément l'ambition du système d'information impact que j'évoquais tout à l'heure, que de permettre de la mise en relation entre les personnes et les services sur leur territoire, parce que on évoque beaucoup le parcours du combattant des personnes, de leurs proches, pour trouver pour simplement comprendre le système, comprendre les aides, comment les mobiliser. Un des enjeux de notre prochaine COGE, c'est aussi de travailler à la mise en lisibilité de notre système qui est quand même d'une complexité extrême, avec du numérique, mais aussi la structuration d'un service territorial de l'autonomie. Je parle aux promoteurs de ce service territorial pour que les personnes et leurs proches, qui soient physiquement proches d'eux ou à distance en utilisant le numérique, puissent tout simplement identifier les droits, les aides auxquelles les personnes peuvent prétendre, et au-delà des droits et aides financières, identifier ce que ça peut solvabiliser et comment trouver effectivement la réponse en proximité. Donc, notre conviction, et en tout cas mon ambition, c'est que la création de la branche permette de structurer ce service de proximité de manière visible. Là encore, c'est une évidence dans le champ de la protection sociale parce que les caisses nationales s'appuient sur des caisses locales très structurées, visibles. La branche aura à le créer avec un réseau d'acteurs différents, divers. Dans ce réseau d'acteurs, il y a des MDPH, il y a des Maya, il y a de moins en moins, il y a des clics, il y a des points d'infoservice, il y a des antennes polyvalentes de conseils départementaux. L'idée n'est pas nécessairement de tout supprimer, mais en tout cas de faire en sorte de structurer cette réponse et les coopérations et de le rendre visible pour qu'il y ait des points d'entrée uniques où ce système qu'on appelle en mauvais anglais, français, no wrong door, je m'adresse à un guichet, c'est peut-être pas le bon, mais en tout cas, le professionnel prend en charge ma demande et se charge d'aller trouver la réponse et de mobiliser le professionnel d'à côté. Ce n'est pas une vue de l'esprit. D'abord, ça existe, comme vous le savez, pour l'identifier dans certains territoires. Et puis, c'est aussi quelque chose qu'avec la CNAF, par exemple, et la Caisse de la Mutualité sociale agricole, on rend opérationnel avec des services comme le téléservice de demande en ligne, de demande d'aide à domicile en ligne, un téléservice qui permet de faire sa demande ou bien d'APA ou bien de bien vieillir, qui est derrière traité par les différents guichets sans que la personne ait à comprendre « Oh, mais est-ce que ma demande, elle va devoir être traitée par un service d'un conseil départemental ou bien va relever d'une CARSAT, etc. » C'est pas, les différents acteurs doivent gérer leur propre complexité. Oui. C'est d'où le décloisonnement important. Alors je dis un petit mot puisque vous m'avez un peu interpellé, mais parce qu'on travaille ensemble sur ce sujet. C'est-à-dire que je crois qu'on partage beaucoup la conviction que, in fine, un des objets de cette 5e branche, c'est tout simplement de permettre. Enfin, le droit, quand je parle de sécurité sociale, je parle de droit objectif. C'est la direction avec l'aide sociale, et finalement, quels sont les droits? Et finalement, il nous semble que le droit, c'est peut-être simplement de vivre son grand âge comme on le souhaite. Aujourd'hui, beaucoup de gens ne peuvent pas vivre leur grand âge comme elles le souhaitent pour de multiples raisons. Et donc, comment demain on construit une société où on peut continuer à vivre sa vie, même au grand âge, avec les autres, et non pas isolé chez soi ou dans des établissements, etc. Je crois que c'est ça un des grands
grands enjeux que l'on partage. Et une des conditions nous semble effectivement eh bien, que ces services multiples, parce qu'encore une fois, il y a une offre, il y a des choses qui ont été faites, on ne part pas de rien, mais qui sont trop souvent complexes, incohérents. Je regardais encore le baromètre des aidants qui vient de paraître. La première demande des aidants, c'est coordonner les aides et simplifier nous tout ça. Donc c'est vrai qu'on travaille effectivement sur ce que j'appelle un service public de l'autonomie qui permettrait de coordonner tout ceci et d'autoriser les personnes à vivre leur parcours de vie, leur parcours de santé, effectivement, comme elles l'entendent, et non pas d'avoir des réponses ponctuelles à un moment donné, mais d'avoir cet accompagnement dans la durée. Et c'est quand même une des caractéristiques du sujet autonomie, de cet accompagnement dans la durée. Oui, mais ça veut dire qu'il faut considérer que le vieillissement de la population est une chance. Et je reviens à votre question sur l'agisme. Et on va terminer là-dessus. Parce qu'il y avait un rapport de Audrey Dufaux-Schubert, députée, extrêmement intéressant. Mais on voit bien, on parlait des jeunes tout à l'heure. Nous, on avait proposé le BAFA senior dans les EHPAD aussi, parce qu'il n'y a pas de raison. Et on pense qu'il faut vraiment être dans... Des métiers du lien sont des métiers quand même... on voit bien aujourd'hui, quand on parle de l'automatisation de certains métiers, on sait bien que les métiers qui survivront à 10 ans, c'est ceux qui sont dans la relation humaine et ceux du lien. Donc il faut qu'on investisse dans ces métiers. Et on parle souvent de durabilité en matière environnementale, mais une société, une politique sociale durable, c'est en effet d'investir dans ces professionnels. Et leur sentiment, c'est qu'il y a un manque de reconnaissance, alors même qu'on est extrêmement exigeant avec eux quand même. Il y a un manque de reconnaissance parce qu'ils s'occupent de personnes âgées. Et donc, on touche quelque chose de très important parce qu'on est dans une société de la performance et on renvoie une forme d'inutilité sociale ou économique à ceux aujourd'hui qui sortent du monde du travail, en fait. Et donc, c'est aussi ça le changement culturel si on veut mettre en place une vraie réforme systémique et cette logique d'investissement dans ce secteur-là, dans les métiers, mais dans les personnes aussi, bien évidemment. C'est un changement culturel quand même dans notre pays qui serait nécessaire sur la place des personnes en perte d'autonomie. Merci. Je crois qu'on arrive au terme de notre débat. Je vous remercie beaucoup, Myriam El Khomri, Virginie Magnan, d'avoir accepté d'éclairer nos internautes sur l'actualité de ce sujet, puis surtout de dresser des perspectives sur ce sujet qui, encore une fois, va être assez très important pour notre société et qu'il s'agit, comme vous l'avez fort bien dit, effectivement d'anticiper, d'être dans une action publique un peu anticipatrice et non pas effectivement de gérer ce qui risque d'être des crises si jamais nous n'arrivons pas à anticiper ceci. Et d'ores et déjà, on sait des tensions très fortes que vous avez évoquées. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci.